Clairon. Alors, vous l'avez sans doute suivi, notre président Emmanuel Macron s'est rendu en grande pompe hier à Villers-Cotterêts, dans les Hauts-de-France, pour inaugurer son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. La cité, donc, installée dans ce château de Villers-Cotterêts, en écho au fameux édit de ce fameux édit qui porte le même nom et qui a été signé par François Ier en 1539. Voilà, petit cours d'histoire qui instaurait le français dans les textes juridiques. Ce lieu sera le cœur battant de la francophonie. Voilà ce qu'annonce la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Et Emmanuel Macron, lui, a rappelé l'importance de la langue française. Il a pris position d'ailleurs contre l'écriture inclusive, ce qui a surpris plus d'un. Écoutez-le hier lors de cette inauguration. Et c'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Voilà, donc on voit un Emmanuel Macron très enthousiaste, et puis avec cette tonalité, on a presque l'impression qu'il joue, qu'il fait du théâtre justement hier. Le masculin fait le neutre, on n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre lisible. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Étonnant ou pas de la part d'Emmanuel Macron de se porter aujourd'hui comme le grand défenseur de la langue française? C'est la question qu'on veut poser à Samy Biassoni. Bonjour Samy Biassoni. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, vous avez dirigé un ouvrage, Le malaise de la langue française. Donc là, on va vous demander justement si malaise ou pas il y a. Un ouvrage aux éditions du CERF. Et puis vous êtes également auteur de ce livre, Le statistiquement correct, critique de la déraison numérique, pour lequel vous avez également reçu. Alors, Samy Biassoni, êtes-vous étonné déjà par cette nouvelle figure, on va dire, d'Emmanuel Macron, grand défenseur de la langue française? Je dis étonné parce que on a tous remarqué qu'Emmanuel Macron, dès qu'il partait à l'étranger, préférait utiliser la langue anglaise que la langue française pour ses discours, qu'il avait d'ailleurs même conservé une certaine ambiguïté sur l'écriture inclusive, que même quand il lance des grands concepts pour la France, il les lance, ce sont des concepts en anglais, je rappelle, Startup Nation, Choose France, French Tech, etc., etc. Et puis on a vu aussi le passage de la carte d'identité en anglais, tout ça a été validé donc par le gouvernement français. Donc voilà, on a du mal à imaginer un Emmanuel Macron grand défenseur de la langue française. Alors qu'en pensez-vous, et sommes-nous justement à un point de bascule? Alors c'est très intéressant. La question de la défense de la langue française face à l'anglicisation est une question plus ancienne. On a un corpus en droit qui nous permet de lutter contre. On a des institutions qui veillent finalement à ce que la langue soit préservée, mais on voit effectivement un président de la République très ouvert, très cosmopolite sur le sujet. En revanche, le sujet de l'écriture ou de la langue dite inclusive, c'est un sujet un peu plus récent dans le débat public, pour lequel le président ne s'est pas prononcé jusque-là, et pour lequel nous sommes plutôt démunis, vis-à-vis duquel nous sommes démunis. Il y a eu les circulaires, Blanquer et Philippe, qui étaient des petites pierres jetées dans ce lac pas si paisible de la langue française. Il était temps de prendre position, je crois. Il a pris tout le monde à contre-pied, pour être très honnête. Alors, il est difficile de savoir s'il y a une concomitance fortuite ou pas avec les travaux menés au Sénat, puisqu'il y a une proposition de loi qui vient d'ailleurs d'être au Sénat après avoir été validée en commission. Écoutez, prenons ce qui nous est offert et réjouissons-nous que le président ait une position à peu près claire sur le sujet. Oui. Alors, après, on peut aussi se demander, est-ce que cette cité va vraiment apporter quelque chose dans la défense de la langue française? Est-ce que c'est pas dû en même temps, puisqu'on peut continuer de voir Emmanuel Macron continuer de faire ses discours en anglais, continuer d'avoir des expressions plutôt tournées de manière anglaise que plutôt sur la langue française. Et puis, la cité elle-même, finalement, va-t-elle vraiment permettre de défendre la langue française? C'est ce qui est dit. Moi, j'ai entendu par exemple le président, le directeur de cette cité qui dit on n'est pas ici pour conserver la langue française, mais pour la faire vivre, pour révéler sa diversité extraordinaire. Alors, est-ce qu'on va pas justement
vouloir montrer une langue française évolutive et donc qui va se tourner peut-être vers toutes ces évolutions qui peuvent poser question, dont justement cette question de la langue inclusive. Oui, alors c'est intéressant. On a un président qui énonce effectivement ce fait relativement trivial, qui est celui qui stipule que le masculin, c'est le genre neutre en grammaire, en tout cas. Et en même temps, on a ce président qui est capable de, à chaque phrase, utiliser la double flexion systématique. Les fameux celles et ceux, françaises et français, au milieu d'une phrase. Non pas le vocatif usuel et poli, pas bonjour madame, bonjour monsieur, et puis ensuite, ou française, français, et ensuite, on dit le masculin. Donc, on a déjà une forme de contradiction dans le discours. Et il en abuse, et il en a même fait un code de référence au sein de la République En Marche, puisque à peu près tout le gouvernement parle exactement de la même manière. Tout à fait. Ça, c'est un premier point. Quant à cette cité, elle est symbolique. Elle est symbolique, mais réjouissons-nous des symboles utiles et jugeons sur pièce. Il y a fort à parier que ce soit effectivement un instrument du en même temps. C'est bien souvent le problème avec la politique gouvernementale et l'impulsion présidentielle. Oui, parce que par exemple, moi, dans le contenu de la cité, j'ai lu qu'il y aurait une bibliothèque magique. Bon, déjà magique, on peut-être qu'on aurait pu trouver plus intéressant comme adjectif que bibliothèque magique, cubique, bon, contenant des milliers d'ouvrages, donc ça c'est plutôt bien, où une intelligence artificielle délivre aux visiteurs un conseil de lecture personnalisé avec des dictées interactives et des spectacles et des résidences d'artistes. Alors, je sais pas, est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire intelligence artificielle qui délivre un visiteur. Est-ce que justement, on n'aurait pas dû, sacraliser la langue française autrement qu'avec de l'interactivité, une interactivité qui souvent ne coïncide pas bien avec la défense de la langue française. Je sais pas, je suis complètement réac. Non, je crois que vous avez raison du point de vue de l'efficacité. Du point de vue du symbole, la volonté affichée, c'est celle d'avoir un lieu ouvert à tous, un lieu qui ne soit pas trop poussiéreux, puisqu'on a déjà un lieu qui a une histoire prestigieuse, qui incarne une forme de tradition. Je crois que le pari qui a été fait, c'est d'y injecter un petit peu de modernité, de manière notamment à pouvoir attirer les publics plus jeunes, les publics les plus éloignés de cette belle langue française classique, qui est celle de nos bibliothèques. Donc je crois que finalement c'est une tentative dans l'air du temps. Il ne faut pas que cela se transforme en mesure gadget, mais le lieu est là. À nous maintenant, citoyens, de le faire vivre, vibrer, de le célébrer pour ce qu'il est et de communier autour de la langue française. Alors justement, vous parlez de communion. Il y en a ici, on a beaucoup de réactions évidemment d'auditeurs en direct. Et il y en a qui me disent, qui nous disent, c'est un musée et les musées sont là pour se rappeler de ce qui est déjà mort. Est-ce que c'est pas déjà un triste hommage finalement à la langue française? Je ne crois pas. Il y a beaucoup de musées d'art contemporain et l'art contemporain est loin d'être mort. On peut le détester. Toujours est-il qu'il vit. Et puis, non, les musées sont là pour conserver. Vous savez, c'est ce que je dis souvent lorsque je revendique être conservateur. Mon conservatisme, c'est le conservatisme muséal. C'est celui qui protège, c'est celui qui valorise et c'est celui qui enrichit. Non, le rôle d'un musée, c'est exactement les trois missions que je viens de décrire. Et non pas de célébrer la mort ou de célébrer le formol. Alors, j'ai une question, on va dépasser ici seulement la question de cette cité, mais de l'évolution de la langue française, Samy Biassoni, puisque vous avez travaillé longuement sur le sujet. Finalement, on se pose la question. La langue française, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours, doit évoluer. Les langues doivent évoluer avec le temps, avec les échanges à l'étranger, etc. Et d'un autre côté, elle doit conserver une colonne vertébrale. Quel est l'équilibre entre les deux? À quel moment la langue française se dénature et à quel moment elle est seulement dans son évolution naturelle? Les langues évoluent de manière organique. Les langues comme des organes, et ces organes s'adaptent. Sinon, ils dépérissent, ils meurent. Donc effectivement, il est inhérent à une langue, les seules langues figées, les langues figées ont disparu. Parfaitement figées, ça n'existe pas en réalité. En revanche, une langue qui évolue de manière mécanique, c'est-à-dire non organique, non naturelle, une langue qui évolue par le forçage idéologique, par exemple, ce qui est le cas avec la forme dite inclusive, où certains essayent de capter la langue au nom de tous, c'est aussi une condition de mort, c'est aussi un danger majeur. Donc il faut veiller à conserver le juste équilibre. Et c'est ce qu'on essaye plus ou moins de faire avec cette proposition de loi.
c'est de dire les locuteurs ont la liberté intime d'utiliser la langue qui leur plaît. On a des registres de langage déjà multiples dans le français, mais il nous faut, dans l'espace public, dans l'espace conventionnel, si je puis dire, se doter d'une langue universellement partagée, que tout le monde puisse comprendre, qu'il y a des règles stables, et c'est là que finalement on peut agir d'un point de vue législatif. Donc dans les textes, là, c'est très simple, hein, le parti pris qui a été employé dans le cadre du projet de loi, c'était de dire, mais finalement, à chaque fois que la loi exige l'emploi explicite de la langue française, c'est-à-dire même dans un contrat, c'est-à-dire lorsque finalement une administration, une entité juridique interagit avec un citoyen, on doit pouvoir avoir une langue absolument non ambiguë. Ensuite, si les individus entre eux, dans des groupes militants, ont envie d'utiliser la langue qui leur plaît, finalement, ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent aussi parler turc entre eux. On n'ira pas les empêcher. Simplement, à l'école, dans les institutions, avec les administrations, là où il y a nécessité d'être parfaitement compréhensible, à ce moment-là, la langue, c'est le français. Le français est fixé, le français est donné, c'est le français de nos dictionnaires, c'est le français de nos manuels de grammaire, c'est le français de l'Académie française. Mais encore une fois, c'est ce champ bien circonscrit d'usage du français. Le reste appartient à la langue qui se fait de manière organique. Oui, des cercles privés. Et alors, revenons à un petit mot sur cette proposition de loi, donc qui vise, je le rappelle, à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. On en est où? Donc, elle est arrivée au Sénat hier. Elle a des chances, vous pensez, d'être de devenir loi, texte de loi? Alors, c'est intéressant parce qu'elle a quand même... déjà, c'est une loi ambitieuse et c'est la plus ambitieuse depuis très longtemps, depuis toutes les tentatives qu'il y a eu sur le sujet. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Par ailleurs, elle est concomitante à, plus ou moins un hasard, je dis bien plus ou moins, à cette déclaration du président de la République. Donc ça lui donne une certaine force symbolique, en tout cas. Elle a été votée assez largement. Mais on sait effectivement qu'il y a un tropisme, on va dire plutôt... de droite au Sénat, ou très clairement de droite au Sénat, mais tout de même, 82 votes contre, simplement, donc plus d'une centaine de voix d'avance pour l'adoption. Donc il reste maintenant à passer, et c'est la phase la plus dure en réalité, parce que beaucoup des propositions qui émanent du Sénat sont retoquées à l'Assemblée nationale. Voilà, donc les débats risquent d'être houleux. Nous avons une aile très progressiste au sein de La République En Marche, qui risque de faire fortement opposition. Je ne parle pas des forces d'extrême gauche qui, elles, s'y opposeront très, très clairement. En tout cas, cela aura le mérite de susciter un débat très intéressant et très important et peut-être d'obtenir une forme un peu amoindrie ou un peu moins ambitieuse de ce texte qui, lui, a plutôt du courage. Oui, qui a du courage et qui montre tout de même, c'est vrai, bien une forme de résistance face à des évolutions qui, vous l'avez dit, et je pense que c'est vraiment là, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est une langue qui est forcée de manière mécanique et non organique. C'est pour ça que ça peut même éreinter nos oreilles finalement. On sent bien que c'est pas naturel et que d'ailleurs, on peut pas dire sans arrêt tout point T, point E, enfin c'est impossible même à l'oral. Or une langue doit pouvoir être parlée, donc on comprend bien là qu'il y a une distinction entre une évolution naturelle et celle qui est forcée par des idéologies. En tout cas, merci beaucoup Samy Biassoni. On continuera de suivre en effet cette protection de la langue française et je rappelle votre ouvrage à ce sujet, Malaise dans la langue française, enfin ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du CERF. Merci Samy Biassoni.